et on va aborder ensemble le TD tuto qui est ici. J'enlève le module à l'affichage. Je vais partager mon écran. A priori, le son, c'est bon, ouais, ça va. Hop. Voilà le fichier sur lequel on va travailler sur cette application-là. On a 5 points de coordonnées connues en X, Y. Donc là, on est en coordonnées absolues. Deux possibilités pour tracer. Soit on raisonne avec des points, parce qu'on veut les matérialiser et qu'on aura besoin de les visualiser. Soit on veut travailler directement avec les segments à partir des coordonnées. Et on pourrait travailler à partir des coordonnées directement. Je vais vous montrer les deux aspects. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Je vais même utiliser la saisie dynamique. Ici, saisie dynamique. J'active le bouton saisie dynamique. Je fais propriété ligne. Il me demande de spécifier le premier point. Le premier point, j'ai ses coordonnées. C'est 259.325. Attention, c'est le point, parce que le séparateur entre les X et les Y, c'est la virgule. Donc si je fais virgule, il verrouille ma case des X, il met un petit cadenas et il passe à la case des Y. Et je mets 124.612. Je tape Entrée. Et là, je m'aperçois qu'il me demande le deuxième point, mais mon premier point, il est accroché en dehors de l'écran. Il est tout en haut à gauche, à droite pour moi, mais vous, il peut être de ce côté-là, comme il peut être de l'autre côté, mais il est forcément en dehors de l'écran. Pourquoi? Parce que j'ai zoomé dans une zone qui ne correspond pas forcément aux coordonnées de départ. Donc je fais mon deuxième segment, je vais jusqu'au point R2, R1, R2, voilà. R2, c'est 271.418. Alors une remarque, lui, il est en train de raisonner en coordonnées polaires. Ça veut dire qu'il m'a mis la longueur et de l'autre côté, il a l'angle par défaut. Or moi, dès que je vais mettre les coordonnées en X 271.418 et que je vais cliquer sur virgule, comme c'est marqué dans le cours en fait, je clique sur la virgule, il passe en coordonnées cartésiennes, en XY en fait. Donc il a compris que cette fois-ci, je suis pas en coordonnées polaires, mais en coordonnées cartésiennes. Donc là, je vais rentrer maintenant la deuxième valeur, 173.223. Je tape Entrée. Il a accroché à l'autre extrémité, le R1 au R2. Mais je suis toujours en dehors de l'écran, en fait. C'est en dehors de ma feuille de papier. Là, je suis à l'affichage dans une zone qui est complètement en dehors de la zone de dessin. Je vais faire échappe au clavier. Et je vais faire quoi? Un double-clic molette centrale, c'est-à-dire un Z entrée, T entrée, c'est le même principe. C'est-à-dire un zoom sur tout pour voir mon segment ici. Je clique sur mon segment et je vais demander à ce qu'il m'affiche les propriétés. Alors les propriétés, c'est où déjà les propriétés? Alors moi j'ai mis un bouton de raccourci pour les propriétés, je l'ai mis en haut. Je ne sais plus si la dernière fois je vous avais invité à le faire, mais en déroulant ici, vous cochez propriétés, comme ça vous l'avez directement en haut, ça évite d'aller chercher dans les menus déroulants, je ne sais jamais où c'est. Mais je crois que c'est ici, propriété, non plus. Bon bref, vous voyez, il vaut mieux passer par ce bouton-là. Ou sinon, vous avez la possibilité de faire un clic droit et vous descendez quand vous êtes sur l'élément et vous avez propriété qui s'affiche ici aussi. Je clique sur propriété, j'analyse les valeurs numériques. Le point de départ, c'est 259.325 et en Y, 124,612. Et quand je regarde l'extrémité d'arrivée, en X et en... je me retrouve avec l'extrémité qui n'est pas bonne du tout. Pourquoi? Parce que la saisie dynamique a perturbé mon tracé. Lui, il a raisonné en coordonnées relatives, c'est-à-dire que par rapport au premier point que j'ai tracé, il a tracé un delta X, un delta Y, c'est-à-dire un prolongement sur l'axe des X, un prolongement sur l'axe des Y, de 271 et 273. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des valeurs qui sont trop importantes. Je peux très bien les modifier ici. 271.418, entrée. Et la deuxième valeur, c'est 173.223, entrée. Et là, je me retrouve, si je fais un double-clic molette centrale, sur un segment qui correspond bien à mon schéma. Et quand je clique dessus et que je regarde ses propriétés, ça correspond aux valeurs qui sont données. Pourquoi je vous ai fait passer par la saisie dynamique? Pour vous montrer que il faut maîtriser l'outil pour l'utiliser. Et que ça se paramètre.
Comme c'est un peu compliqué, un peu perturbateur, alors pour le paramétrer, faire un clic droit dessus, paramètres de saisie dynamique, sur le bouton paramètres dynamique. Et là, vous allez voir apparaître ici dans la partie saisie dynamique que dans ces paramètres de saisie au niveau de la cote, alors ça c'est pour les valeurs, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est les paramètres de saisie du pointeur. Voilà, je le refais, c'est peut-être aller un peu vite. Ici, dans les paramètres de la saisie, je suis en polaire, alors que dans le paramétrage, je pourrais très bien définir d'être en cartésien tout le temps. Et je suis en coordonnées relatives au lieu d'être en coordonnées absolues. Alors, c'est peut-être plus judicieux pour vous de le paramétrer ici, dans ce sens-là, OK. Et maintenant, on va tester, vérifier que ça marche bien. Je ferme la fenêtre des propriétés et je vais venir m'accrocher avec une commande ligne à l'extrémité de ce segment-là pour rentrer les coordonnées de R3. Alors, vous voyez, il est encore en coordonnées polaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dû rater quelque chose parce que quand je fais clic droit ici, paramètres, paramètres, format cartésien, afficher la bulle dès le premier. Et pourquoi j'ai fait ça? Paramètres. Là, je vois pas. Format cartésienne. Pour le second point, le point suivant, par défaut, est en coordonnée absolue. Ouais, mais si, normalement c'est bon. Hein. Ok, bon, bah écoutez, on va le tester, retester. Commande ligne, je m'accroche, premier point, il est en truc. Ben non, il veut me le mettre en polaire. Bon, bah c'est pas grave. On vérifie, on va faire R3 304.238, virgule pour verrouiller la case en X et passer en Y, 173.223, entrée. Je fais échappe pour sortir de la commande. Je clique sur mon segment, j'affiche ses propriétés et je regarde que mon deuxième point, cette fois-ci, elle est bien mise en place. Ce n'est pas l'option de la saisie. Ben si, mais j'ai pas bien compris pourquoi dans le paramètre, l'option de la saisie... Ouais, non, je vois pas. Dans paramètres, ouais, ici, là, je suis dans... tac, 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 essayer de code si possible. Donc ça, oui. J'ai les deux champs à la fois. Non, je sais plus. Bon, enfin, repérage polaire activé. Non, c'est pas là. Je sais plus. Voilà, ça veut dire, en relatif, ça veut dire que quand vous allez cliquer à l'écran, la deuxième valeur que vous allez rentrer, c'est par rapport au premier point sur lequel vous avez cliqué, pas par rapport à l'origine de votre repère. C'est comme si le premier point que vous avez cliqué passait à 0, 0 et que les valeurs que vous mettez, c'est les valeurs suivantes. C'est ça le relatif. Alors que absolu, c'est par rapport au repère général, c'est-à-dire par rapport au repère qui est tout à fait ici à gauche. Donc si je sélectionne mon segment, je m'aperçois que là, les codes sont bonnes. OK? Alors, ça, c'est un mode de fonctionnement. L'autre mode de fonctionnement, pour faire simple, c'est d'enlever la saisie dynamique, de lancer une commande ligne, de sélectionner ici, et comme les valeurs sont données dans le repère général, en valeur absolue, bah, automatiquement, vous n'avez pas besoin de vous aider à être dans le repère absolu, puisque par défaut, le logiciel raisonne en repère absolu, dans le général. Donc ici, mon deuxième point, sans avoir la saisie dynamique, c'est-à-dire sans avoir les deux cases à côté de... Ça va apparaître dans la barre de commande qui est en bas. Ce qui veut dire que là, je vais taper mon quatrième point, 304.238, virgule, c'est le séparateur entre les X et les Y, 125.628. Et là, je tape Entrée. Je fais échappe, je sélectionne mon segment et je vérifie ce qui est tracé. 304, 304, a priori, ça a l'air d'être bon. Donc, vous pouvez vous aider de la saisie dynamique si vous contrôlez ce que vous faites avec la saisie dynamique, mais vous pouvez très bien dessiner, et lorsque l'application s'y prête, comme c'est le cas ici,
en coordonnées absolues. Vous désactivez la scie dynamique et vous travaillez directement avec les coordonnées qui sont affichées. Donc vous tapez à la volée. X, Y pour les coordonnées en X, Y. L'autre possibilité, c'est de travailler avec les points. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien, ici dans l'utilitaire, non pas dans l'utilitaire, dans dessin, puisque c'est un dessin de points que vous voulez mettre en place, vous déroulez le petit triangle qui est en dessous de dessin pour agrandir la capacité et les commandes de dessin. Et en dessous, vous avez d'autres petits boutons, plusieurs points notamment. Plusieurs points, ça va permettre de tracer des points à l'affichage. Par exemple, je vais tracer ici le point R5 avec cette méthode-là. Même les autres pour vous montrer en fait le principe. Donc si je clique sur plusieurs points, il me dit spécifier le point. À ce moment-là, j'ai juste à rentrer les coordonnées du point R5, 288.936, virgule le séparateur, c'est 112.396. Et je tape Entrée pour valider mon point. Sauf que quand j'ai fait ça, je vois rien à l'écran. Surtout que si mon écran est sale, je vois pas qu'il y a un point qui est situé tout en bas. Je vais vous le faire apparaître en mettant mon curseur dessus. Il est là. On ne le voit pas à l'affichage. Alors comment faire pour visualiser un point qui est tout petit? Vous allez dans l'utilitaire, toujours dans le ruban début, vous avez ici les utilitaires. Vous sélectionnez le petit triangle qui déroule vers le bas les compléments et vous allez sur le style de point pour pouvoir sélectionner un style de point de type, par exemple ici sur les schémas, c'est un cercle qui vous est fourni. Moi je préfère les croix. Je vais vous faire une croix, parce qu'en topo on fait des croix. Donc je sélectionne les croix. Et je vais sélectionner ici définir la taille par rapport à l'écran, pas en valeur absolue. On pourrait le faire aussi en valeur absolue, mais je vais vous montrer à quoi ça correspond par rapport à l'écran. Je vais valider OK, et il m'affiche une croix qui est 5% par rapport à l'affichage. Ce qui veut dire que, pardon, si je zoome, ma croix suit le zoom et la croix est très grande, quoi. Donc si je veux réduire sa taille, il faut taper au clavier RG pour régénérer, RG entrée, et il va réadapter. Non, parce que là, il veut placer d'autres points, il faut sortir de la commande. Donc je ressors de la commande, j'ai zoomé, je fais RG entrée, et il va réduire la taille de ma croix pour la rendre à 5% de l'affichage. Ce qui veut dire maintenant je peux dézoomer et avoir une croix qui est plus petite. Donc je peux reproduire cette opération si je veux placer d'autres points, c'est-à-dire les points que j'ai mis tout à l'heure. Une remarque, si vous avez un tableur et que vous avez des coordonnées x, y qui sont à l'affichage, vous pouvez copier-coller dans le tableur et coller ici, faire du CTRL-C, CTRL-V pour aller plus vite. Ça marche aussi. Donc si je mets 259.325,124.612 entrée, problème. Mon point n'est pas situé au même endroit. Je prends mon segment qui est ici, je regarde ses propriétés, 259,325 et 124,612. Alors là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Alors, j'ai mon point, j'ai dû taper quelque chose qui est faux. Comment je peux faire pour savoir? Soit il faut dérouler la barre de commande pour savoir ce qui se passe. Pour la barre de commande, c'est FNF2. Et vous allez avoir à l'affichage, si vous faites FNF2, ce que vous avez tapé comme commande précédemment, et notamment la valeur. J'ai tapé 127,612, donc je me suis trompé sur mon point. FNF2 pour faire disparaître. Ou l'autre possibilité, c'est de faire ID au clavier pour avoir l'identité. ID. Donc vous avez ID, c'est un raccourci clavier en fait. Et vous devez pouvoir venir sélectionner le point pour avoir son identité, c'est-à-dire ses coordonnées. Sauf que pour pouvoir le détecter, le point, il faut avoir l'accroche objet nodal qui est activé. Nœud. Maintenant, ça s'appelle nœud. Il faut qu'il soit coché ici. Et donc, quand je viens ici, je peux cocher. Et je vois apparaître mon erreur qui est ici. Alors, comment faire? Soit je le supprime et je le retape. Soit l'autre possibilité, c'est venir choisir le bouton déplacer dans la barre, la partie modification. Sélectionner mon élément que je veux déplacer. Taper entrée pour dire qu'il n'y a pas d'autre sélection à faire par la suite. Je tape entrée. Je sélectionne le centre, enfin l'intersection, et je viens le poser au milieu, ici, à l'extrémité de mon segment. Donc de la même manière, je pourrais placer des points un peu partout.
et même changer mon style de point pour dire style de point, mets-moi des cercles avec la croix pour que je sois homogène avec le schéma qui m'est fourni au départ. De la même manière, le style de point, on peut le changer et lui dire, bah, au lieu d'être à 5% de l'affichage, bah, mets-toi à 2%, mais en taille, en unité absolue. Et si je valide cette fois-ci, bon, je fais un RG, mais ça n'a pas changé grand-chose. Peut-être que 2%, c'est pas suffisant. Je vais modifier, je vais mettre à 0,5% en valeur absolue. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait quelque chose qui va être beaucoup plus petit et qui sera peut-être plus judicieux pour le tracer. Donc si je lance ma commande ligne maintenant, je peux venir m'accrocher à l'extrémité de mon segment ici. L'accroche nodale est valable ici et l'accroche nodale est valable ici. La commande est toujours active. Pour sortir de la commande, je fais échappe. Donc voilà la première partie pour tracer le contour. Sauf que maintenant, je vais devoir tracer mon bâtiment avec les indications qui sont fournies sur le schéma. C'est-à-dire, si j'affiche le PDF ici, moi j'ai tracé le contour R1, R2, R3, R4, R5. Il faut tracer le bâtiment correctement. Ce bâtiment est défini en position avec 4 mètres ici et 4 mètres en bas. Donc, le meilleur moyen de le placer, c'est comment? Comment je peux le faire? Alors, j'ai pas. L'idéal, c'est d'abord en fait de venir tracer mon schéma, qui est facilement traçable, n'importe où à l'écran. Et ensuite venir l'orienter, le caler par rapport à des points d'accroche en fait. Je vais regarder, ouais. On va essayer de le tracer d'abord sur la figure, n'importe où à l'écran, ici. Donc j'ai un schéma qui m'est fourni avec à chaque fois sur les angles de mon bâtiment, c'est des angles droits. Donc je vais pouvoir travailler avec un mode qui s'appelle le mode orthogonal et tracer le contour rapidement. Donc je vais utiliser ici une commande ligne. J'aurais pu utiliser polyligne aussi. Et je vais le tracer ici comme si c'était à plat. Et après, je l'orienterai correctement. Je pourrais très bien aussi venir m'aligner avec le côté qui est, je vous remontre, qui est le côté R1, R2. Quand j'analyse la figure, j'ai un décalage de 4 mètres. En fait, j'ai le coin de mon bâtiment ici, étant donné que c'est les mêmes cotes, 2 mètres ici 45 et ici même chose, a priori. Bah, le flanc du bâtiment est aligné avec le bord R1, R2. Ce qui veut dire que je pourrais m'appuyer sur le repère pour dessiner. Mais c'est pas ce que je vais faire pour l'instant. Je vais vous montrer une autre méthode pour le tracer. Je vais mettre en mode ortho en appuyant sur le bouton qui est en bas qui est le F8 aussi, FN F8 au clavier, ça me permet de l'activer. Il faut qu'il passe bleu. Et maintenant, quand je lance la commande ligne, je vais mettre un premier clic à l'écran et vous voyez que je peux, les deux seules possibilités ici, c'est de tracer soit à l'horizontale, soit à la verticale. Et je vais rentrer directement au clavier la longueur de mon segment et non plus l'angle sur lequel je dois travailler. Donc je suis sur le point bas gauche de mon bâtiment et je vais décaler de 7,20 m. 7.2, entrée. Ensuite, je vais monter de 4,20 m, entrée. Sur la droite, je me décale de 2,45 entrée. Je vais monter d'une cote de 24 m 20, 24,20, ce qui veut dire que mon unité dessin, c'est les mètres, hein, c'est logique. Ensuite, je me décale de 9 m 65, 9,65 entrée. Je descends de 3 mètres, 3 entrées. Donc je donne la direction et je tape la cote de distance. Vers la gauche, je me décale de 2,45, 2,45 entrée. Je descends de 3,20 m, entrée. Je reviens de 2. Vous voyez que je mets plus loin pour être tranquille. Je n'ai pas besoin d'être affiner les choses. 2,45 entrée. Je descends de 15 mètres, 15 entrées. Je me décale vers la gauche de 2,45 entrée. Je descends de 4 mètres entrée. Je me redécale de 45 entrées. Et je viens m'accrocher à mon point de départ. Je fais échappe. J'ai le contour de mon bâtiment qui est tracé.
Je m'aperçois que là, j'ai un rayon de 5 mètres à raccorder. Comment je vais procéder? J'ai des commandes de modification d'éléments qui me permettent de faire des raccords, notamment le bouton qui est ici qui s'appelle raccord. Je vais cliquer dessus et étudier mes différentes options. Par défaut, j'ai un rayon qui est indiqué dans la ligne au-dessus de la ligne de commande, R est égal à 0. Il faut que je modifie ce rayon pour le placer à 5 mètres. Quand je l'aurai modifié à 5 mètres, il va rester par défaut. Et il faudra peut-être revenir à 0 si je veux faire des raccords entre deux segments avec un rayon à 0. Mais ici, je vais d'abord cliquer sur rayon pour lui rentrer le paramètre de 5 mètres, 5 entrées pour l'arc de cercle. Ensuite, il me demande de sélectionner le premier objet. Mon premier objet, c'est la droite qui est ici. Mon deuxième objet, c'est la droite qui est là. Et automatiquement, il me donne l'allure de ce qui va se passer quand je vais raccorder. Voilà le raccord de 5 mètres sur ma figure. OK. Donc là, on s'aperçoit que chaque segment est indépendant. Vous êtes d'accord? On a tracé avec la commande ligne. C'était pratique. Mais chaque segment est indépendant. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un seul contour de l'ensemble. Ce qui nous permettra d'avoir après une caractéristique de la superficie. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez une possibilité d'utiliser la commande contour. Je vous montre le principe. C'est bien d'avoir plusieurs méthodes toujours après. Vous choisissez celle qui vous intéresse. Si vous tapez au clavier contour, C-O-N-T-O-U-R, directement, entrée, il va vous demander choisir des points. Détection et type d'élément que je veux créer, une polyligne, c'est-à-dire un contour unique. Je vais choisir des points et je vais sélectionner à l'intérieur. Il me détecte automatiquement tout le contour. J'ai choisi un point interne. Je valide en tapant entrée. Et si je regarde maintenant, j'ai plusieurs éléments qui sont sélectionnés. Pourquoi moi j'ai ça et pas forcément vous? Parce que j'ai défini la sélection multiple. Pour le mettre en place, vous allez dans personnalisation et vous allez sélectionner ici cycle de sélection. Il faut qu'il soit coché. Une fois qu'il est coché, bien sûr, il faut l'activer. C'est une fiche verte, une fiche bleue avec une croix qui est positionnée là. Il faut qu'il soit sélectionné. À ce moment-là, quand vous avez plusieurs éléments qui se superposent, vous allez pouvoir venir dessus. Il vous met la double fiche. Vous cliquez dessus. Il sélectionne le premier élément qui est par défaut le dernier tracé. Et vous pouvez basculer là au niveau du choix de l'un à l'autre. C'est vous qui choisissez. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma polyligne et je vais la déplacer en l'attrapant par un point pour venir le mettre. Alors, j'ai toujours le mode ortho qui est activé. Je peux aller qu'à l'horizontale en translation ou à la verticale. Je vais le décocher pendant que j'ai la commande active de déplacement. J'appuie sur ma molette centrale pour déplacer mon dessin. Je relâche la molette centrale et je peux continuer à déplacer. Ma commande est toujours active, hein, ça n'a pas changé. Je peux dézoomer pour venir la positionner et le mettre en plein milieu de mon dessin. Ça, c'est la première méthode pour créer un contour unique à partir d'un schéma qu'on a mis en place. L'autre possibilité qui est utile lorsque le contour n'est pas fermé et qu'on veut faire un raccordement de plusieurs lignes, de plusieurs segments, ici, je vais sélectionner une ligne et je vais taper la commande pedit. P-E-D-I-T. En fait, c'est pour gérer les polylignes, cette commande de pedit. Je vais taper pedit entrée et il me dit sélectionner la polyligne. Mais moi, je vais sélectionner la ligne. Il me dit que l'objet sélectionné n'est pas une polyligne, c'est une ligne. Il l'a détecté dans la partie commande ici. Voulez-vous la transformer en polyligne? Entre crochets, il y a marqué O pour oui. C'est l'option par défaut. Si je veux dire oui, je peux taper O, mais comme elle est par défaut, je peux taper directement entrée, sans faire O, entrée. Si c'est non, je tape N, entrée. Mais ici, c'est oui. Donc, je tape directement entrée. Et il me donne maintenant des options sur ce que je peux faire. Notamment, l'option joindre. Je vais lui demander de joindre tous les segments, c'est-à-dire le premier, je le resélectionne, moi j'aime bien le resélectionner, et je vais sélectionner tous les segments un à un. Ou l'autre possibilité, c'est de sélectionner par une fenêtre tous les éléments pour qu'ils soient en sélection unique. Vous faites entrée pour valider, et quand vous revenez sur votre élément, alors il faut valider, il faut quitter la commande, quand vous sélectionnez votre élément, il a fait la jonction de l'ensemble, on le voit lorsqu'on sélectionne un des segments. Donc là, on a transformé la multitude de segments, tous les droites, enfin tous les segments et les arcs
en une seule polyligne, quoi. Bon, c'était pour la démonstration. En fin de compte, j'en ai pas besoin. Je peux supprimer. Bien. Une fois qu'on a mis en place notre élément, il n'est pas du tout bien orienté. Comment je vais faire pour l'orienter correctement? Je vais venir ici. Comment je vais faire? Ben, je vais d'abord décaler ce segment de 4 mètres. D'accord? Ce segment, pour le décaler, on l'a vu un peu la dernière fois, peut-être pas, non, on l'a peut-être pas vu ensemble. C'est le bouton qui est ici qui s'appelle décaler, pour modifier des segments ou créer des décalages. Donc je clique sur le bouton décaler, je vais le faire dans l'ordre. D'abord la commande, ensuite il me dit spécifier la distance de décalage. Faites bien attention, c'est d'abord la distance et après l'élément que l'on veut décaler. Donc la distance de décalage, c'était bien 4, non, c'était pas 4 mètres, si c'est 4 mètres. Hein. Vérifie, ouais, c'est 4 mètres en bas, 4 mètres en haut. Donc c'est ce qu'on appelle, sur un plan de masse, en fait, c'est ce qu'on appelle voilà, ça s'appelle, j'ai perdu le terme. Bon, ça va peut-être me revenir un peu plus tard. En fait, c'est la zone, quand vous voulez construire votre bâtiment, vous ne pouvez pas être à côté de la limite de propriété avec votre voisin. C'est, ça va me venir. Donc ces 4 mètres-là, on va les définir directement au clavier, 4 entrées, et je vais prendre le segment qui est ici, et il va me demander est-ce que je veux sélectionner à gauche ou à droite. C'est moi qui choisis de positionner après par un clic le côté de l'emprise des 4 mètres. Ensuite, la commande, elle est toujours validée pour 4 mètres de décalage. Je peux toujours reproduire, puisque je suis toujours dans la phase de décalage de 4 mètres, le même segment de décalage en bas, je vais le décaler plutôt vers le haut. Je fais échappe. Et maintenant, je vais pouvoir prendre mon bouton déplacer, sélectionner mon élément valider entrée en tapant entrée au clavier, prendre ce point-là, c'est-à-dire l'extrémité du bâtiment sur les ergots qui sont sur le côté, et venir le positionner ici à l'extrémité du segment. Zoomer pour bien voir sur quoi vous accrochez. Donc là, je suis positionné le long de mon segment, mais je vais devoir le faire pivoter pour aligner en fait les deux ergots ici sur la ligne parallèle à R1, R2. Là, l'outil, il est logique, c'est l'outil rotation qui est situé ici. Le bouton rotation, il va me demander d'abord de sélectionner l'objet que je veux faire pivoter, c'est ma polyligne. Il me demande d'autres objets à sélectionner, j'en ai pas d'autres, donc je tape entrée. Ensuite, le point de base de rotation, c'est celui que j'ai en commun entre mes deux éléments. Et ensuite, il me demande un angle de rotation. Sauf que moi, l'angle, je ne le connais pas. Entre la position à la verticale et l'angle que je dois avoir ici, je peux le faire à l'œil, mais je ne serai pas rigoureusement exact. Pour être correctement orienté, j'ai une option en bas, ici, qui s'appelle référence. Je vais cliquer sur la référence pour lui dire que ma base de rotation, c'est en partant du point d'intersection entre les deux éléments, donc entre le segment et la polyligne. Donc c'est de ce point-là au côté du bâtiment, donc cette ligne d'application que j'applique en premier, maintenant je vais venir la faire pivoter et vous voyez j'ai une base de rotation que je vais venir faire aligner avec un point particulier de ma droite qui est le milieu ou l'extrémité. Je peux prendre celui que je veux, mais il faut absolument avoir un point caractéristique de ce segment. Donc là j'ai le milieu, je sélectionne et il m'aligne mon élément correctement. Donc maintenant j'ai plus qu'à faire glisser mon objet le long de ce segment et de le faire déplacer pour qu'il vienne atteindre les 4 mètres de décalage ici. Le terme, je ne le retrouve plus, ça m'agace. Bon, j'arrive pas à le retrouver. Bon, bref, donc là, il faut que je le fasse glisser le long de cette droite. Alors, pour le faire déplacer, si j'utilise la commande déplacer, entrée, il va me le déplacer, mais dans n'importe quelle direction, n'importe où, n'importe comment. Moi, je voudrais le déplacer le long d'une droite. Je sais que si j'utilise le mode ortho, c'est pratique parce qu'il me le déplace le long d'une droite. Mais il me le déplace le long d'une droite dans le repère qui est utilisé.
Et là, ça ne va pas parce que mon repère, il n'est pas aligné avec ce segment initial. Alors voilà l'astuce pour pouvoir travailler correctement. Je vais aligner en fait mon repère qui est en XY défini avec le cadre de ma feuille. Je vais venir l'aligner avec ce segment qui est incliné. Je vais créer un nouveau repère aligné avec ce segment pour pouvoir travailler en mode ortho le long de cet axe-là. Alors, je vous montre le principe. Je vais taper au clavier SCU. Ça veut dire quoi SCU? Système coordonnées utilisateur. Ce système coordonnées utilisateur, ça permet de définir un nouveau repère. Si je tape SCU et ensuite Entrée pour lancer la commande, il y a plusieurs manières d'attribuer un nouveau repère à mon dessin. Le plan XY, on peut le faire pivoter suivant les différents axes, mais moi, ce que je veux faire pour l'instant, c'est simplement attribuer une nouvelle origine, une nouvelle orientation de l'axe des X et de l'axe des Y. C'est-à-dire rester dans le plan, je ne vais pas faire de la 3D. Et donc, je vais simplement ici venir placer, en enlevant le mode ortho, parce que sinon ça perturbe, mais je vais venir placer mon origine ici à l'intersection. C'est mon premier clic. Ensuite, il me demande d'orienter mon axe des X. Vous voyez que mon deuxième clic doit être sur un point caractéristique de cette droite, enfin de ce segment qui est incliné. C'est mon deuxième clic. Et maintenant, il me demande la position de l'axe des Y, que je peux mettre soit orienté vers la gauche, soit orienté vers la droite. Je vais utiliser le repère orthonormé direct, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles du montre, du X vers le Y. Donc voilà ce que je fais, paf, je clique ici, c'est-à-dire sur le côté gauche. Donc là, j'ai changé mon repère. Si maintenant, attention, les coordonnées ne seront plus les mêmes, attention, les orientations ne sont plus les mêmes, mais si maintenant je bascule en mode ortho, F8, FN8, et que j'utilise la commande déplacer, je sélectionne mon objet, je valide entrée pour dire qu'il n'y en a pas d'autre, et je viens attraper mon objet par un point caractéristique. Ben, cette fois-ci, en mode ortho, je glisse le long de cette droite sur laquelle j'ai défini mon repère. Ce qui me permet de faire translater soit perpendiculairement au nouveau repère, soit le long de X, le long de mon nouveau repère. Comme j'ai attrapé ici mon objet par l'extrémité qui est ici, je vais pouvoir aller attraper une intersection. Mais vous voyez que l'intersection que lui me propose, c'est une perpendiculaire. Et c'est pas la bonne intersection. Donc comment je vais faire? Je vais faire échappe pour me dire, bah, c'est pas bon, j'arrive pas à le tracer comme ça. Il faut que je matérialise ici l'intersection. Comment vous feriez-vous pour matérialiser l'intersection qui est dans le prolongement du bâtiment avec la base des 4 mètres de décalage qui est ici? Comment on peut faire pour matérialiser le point sur lequel l'angle du bâti doit venir se poser? Exact, on prolonge la ligne. En fin de compte, on trace une nouvelle ligne, une ligne de tracé. On trace une ligne qui s'appuie sur ce segment ici. Et comme on est en mode ortho, on va pouvoir descendre plus bas et maintenir comme ça une intersection. Et on peut même revenir avec le gris pour s'arrêter simplement à l'intersection et pas avoir plusieurs points au même endroit. Ici, comme ça, j'ai matérialisé. On prolonge en fait le segment, tout à fait. Ensuite, on peut maintenant déplacer mon objet entrée, l'attraper par ce point d'accroche et descendre pour avoir l'extrémité correctement. Sauf que là, bien sûr, j'ai un point, j'ai ma ligne qui est en trop. Je la sélectionne et je la supprime. Mes deux lignes de construction, je peux également les sélectionner et les supprimer. Et mon schéma est fini dans sa géographie, dans sa géométrie. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que vous voulez que je vous laisse un peu de temps pour tracer ou vous ferez le tracé par la suite? Je continue à vous présenter les choses. Ok. Si maintenant je veux revenir à mon repère d'origine, n'oubliez pas qu'il faut revenir, vous tapez SCU au clavier, Entrée, et G pour revenir au général. Le repère se replace à l'origine du dessin.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser la main un petit peu. Je vais répondre aux questions des uns et des autres. Ceux qui sont bloqués, comme ça, je peux regarder le dessin. Ça sera peut-être plus judicieux. Ceux qui sont arrivés jusque-là, ben, vous pouvez continuer à essayer de découvrir les hachures. Les hachures, c'est facile, c'est ici. Et vous pouvez également utiliser la partie texte. D'accord? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou est-ce qu'il y en a qui veulent que je regarde leur dessin à l'avancement? Alors juste, il ne faut pas que je perde mon dessin parce que parfois, ici, ça bloque. Donc fichier enregistrer sous et je vais l'enregistrer dans les dessins pour pas les perdre. TD, tuto. Ok. Ok, l'endroit où vous définissez les nouvelles SCU. Remplacer l'origine, vous avez fait quoi déjà? D'accord, je vous remontre le SCU. Euh, Voilà, je suis ici, mon repère est dans le général, repère général ici. Je tape au clavier directement SCU, les trois lettres. Attendez, il faut que là, il soit SCU au clavier, entrée. J'enlève le mode ortho pour pas perturber l'accroche et je viens positionner mon origine d'abord, premier clic. Ensuite, je positionne avec un deuxième clic l'orientation de l'axe des X. Et le dernier clic, c'est la position, l'orientation du Y. Et je le mets vers le haut ici. D'accord? Quand vous avez fini votre tracé, votre déplacement, vous retapez SCU, entrée, et vous faites G pour général, c'est-à-dire c'est revenir au général. G, entrée, et il vous demande dans quelle orientation vous voulez le mettre. Ben, entrée aussi, puisque je vais rester en vue de haut par rapport au dessin. Est-ce qu'il y en a qui ont du mal, qui veulent me montrer leur dessin? Ou ça va? Vous dessinez? N'hésitez pas. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent montrer leur dessin? Non? Ça va? Alors, pour faire apparaître la zone où on tape les commandes, c'est CTRL 9. La barre de commande, vous faites CTRL 9, elle va revenir. Alors, l'idéal, c'est de suivre la vidéo et ensuite de la refaire tranquillement en regardant la vidéo. Comme j'ai fait un enregistrement sur la première partie, normalement, vous aurez le temps. Et puis, de toute façon, sur les vidéos, vous allez toujours pouvoir avancer. Les segments R1 et R2 sont en millimètres? Non, je pense pas, c'est des mètres, hein. C'est un plan de masse.
Ah oui, non, non, c'est 4,00. C'est la précision, c'est jusqu'en millimètres. En fait, on voit pas le point sur le PDF, mais c'est 7,200 pour 7 mètres 20. 7 mètres, donc, on pourrait penser que c'est des millimètres, mais en fait, c'est des mètres. C'est des affichages métriques. Après, c'est pas très très grave. Ok, on, on revient. Je continue. Vous n'avez pas de questions? Ah, je continue. Je vais jusqu'au bout du dessin et comme ça, vous allez pouvoir. Sinon, les termes que vous cherchiez, plan occupation des sols. Non, c'est pas ça. C'est 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 un terme spécifique de topo en plus. Ça m'agace de ne pas retrouver. Le prospect, ça y est, j'ai trouvé. C'est le prospect. La zone de prospect. En fait, c'est la zone dans laquelle vous pouvez pas construire votre bâtiment. Sauf parfois, vous pouvez mettre en mitoyenneté votre garage avec la limite avec votre voisin. Mais ça dépend en fait là, à ce moment-là, du PLU. euh, des indications qui sont dans le plan local d'urbanisme, en fait, qui s'appelait avant le POS, mais maintenant c'est des PL. Ok, le prospect, ça y est, ça m'est revenu. Bien, une fois qu'on a dessiné notre bâti, on va apporter un peu d'habillage. Là, on est sur un plan de masse. Alors, je vais en profiter pour mettre mes points topo, enfin mes points tout court. Donc, je dessine des points, je lance la commande et comme l'intersection est définie, voilà, comme ça j'aurai mes points qui seront dessinés directement et ils apparaissent ici à l'affichage. Je vais maintenant m'attaquer à la partie cotation. Et là, c'est le drame. C'est-à-dire que pour pouvoir faire de la cotation, et c'est pareil pour la partie impression, il faut se poser la question de, la première question, c'est en 1, l'unité du dessin. On a choisi les mètres. 2, c'est le type de dessin sur lequel on est en train de travailler. Le type de dessin ici, c'est un plan de masse. Qui dit plan de masse, c'est pas pour afficher le détail de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, c'est pour afficher la globalité du terrain et c'est des longueurs, des distances qui vont de 15 mètres à 20 mètres. On n'est pas sur du détail de ce qui se passe dans une salle de bain avec les WC, le lavabo, etc. On n'est pas dans ce niveau de détail-là, on est sur une vision globale de l'élément. Ce qui veut dire qu'il faut utiliser une petite échelle. Et qui dit petite échelle, du 1/200e ou 1/500e. Alors que lorsqu'on fait un plan archi, on est sur du 1/50e. Et lorsqu'on fait un détail de mon plan d'archi, on est sur du 1/20e. Donc c'est là où il faut être vigilant et pour mettre en place de la cotation correctement sur le schéma, alors je ne sais plus quelle cotation j'avais mis dans la globalité, il n'y en a pas, mais c'est que sur le bâti. Ici, je vais avoir besoin de mettre de la cotation sur le bâtiment, sur les éléments du bâti. Je vais zoomer dessus. OK. Pour faire de la cotation, je vais aller dans l'onglet ici qui s'appelle Annoter. Je clique sur Annoter et je vois apparaître ici le type d'éléments que l'on veut placer. Ben là, c'est de l'annotatif métrique. Pourquoi métrique? Parce que j'ai dessiné en mètres. Vous devez l'avoir si, vous allez l'avoir que si vous avez utilisé le gabarit que je vous ai fourni. Sinon, ça ne marchera pas. Donc là, je suis sur l'annotatif métrique, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de dire, si je dessine mon texte, ma cotation, il faut qu'à l'échelle de production, ça apparaisse correctement. Et ça, on le voit apparaître ici en bas dans les échelles d'annotation de la vue courante. Ça veut dire qu'il faut le paramétrer avant de lancer la moindre ligne de cotation. Donc, 1, je paramètre le type de cote annotative. 2, je viens dans mon échelle et je vais chercher le 1/200 et le 1/500 dans le listing. Et je vois qu'il n'y est pas. Et qu'il y a des cotes aussi qui sont en unité anglo-saxonne. Donc là, je descends avec la molette centrale jusqu'en bas pour aller choisir le bouton personnaliser. Quand je fais personnaliser ici, je vais commencer par réinitialiser tous les éléments de cotation. Enfin, d'échelle, pardon, c'est pas de la cotation, c'est les échelles. Je vais réinitialiser mes échelles et je vais lui spécifier que je ne veux que les échelles métriques.
je sélectionne mes échelles métriques. Et vous voyez que là, dans mon tableau, le listing ne se concentre que sur les échelles métriques. Je vais ajouter maintenant mes échelles de 1/200 avec la propriété de l'échelle qui est qu'une unité de papier, pour l'unité dessin, l'unité dessin est 200 fois plus grand. C'est-à-dire que, par exemple, 2 mètres sur le terrain correspond à 1 cm sur ma feuille de papier. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Je valide OK. Et je vais en profiter pour ajouter de la même manière le 1/500. Et je sélectionne ici. Il ne faut pas oublier de le faire, sinon vous allez rester sur du 1 pour 1 et ça ne marchera pas. OK, je valide. Et ici, OK, je valide. Maintenant, je vais pouvoir le spécifier. Je vais prendre le 1/200e que j'ai créé. Ma cotation ici, elle est paramétrée pour le annotatif métrique, c'est bon. Et si maintenant je lance une cote avec le bouton qui est ici à gauche ou le bouton qui est en dessous, moi je préfère celui qui est en dessous parce que je peux dérouler et choisir la ligne de cote qui m'intéresse spécifiquement pour mon dessin. Et notamment, soit le linéaire, soit la lignée. Le linéaire, c'est suivant le repère X, Y, c'est des lignes à l'horizontale et à la verticale. La lignée, c'est lorsque les droites, les segments sont inclinés. Et c'est le cas ici de mon schéma de bâtiment. Donc, je vais pouvoir ici lancer ma commande aligner, faire un premier clic, un deuxième clic et positionner ma ligne de cote ici. Je peux relancer ma commande aligner, prendre un premier segment, une première extrémité, une deuxième extrémité, venir l'aligner avec la flèche précédente et ainsi de suite. Donc là, je retrouve la cotation qui est à peu près qui est tout de suite à la bonne échelle. Et là, je ne galère pas à chercher à modifier des paramétrages. Tout ce qui est paramétrage de cotation, je ne rentre pas dans le détail parce que ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'à partir du moment où vous avez un gabarit, c'est-à-dire que vous avez une charte graphique, vous appliquez la charte graphique et ça marche bien. Vous devez en aucun cas aller bidouiller les hauteurs de texte et d'informations. Je peux vous le montrer, c'est simple. Vous cliquez sur la flèche ici, sur la diagonale, dans la partie cotation. Ça permet de gérer le paramétrage de la cotation. Donc, le gestionnaire de style de cote, il est défini par défaut sur le définir courant, sur le annotatif métrique, et je peux le modifier. Et je me retrouve ici avec des onglets sur les lignes, les symboles de flèches que je peux modifier en mettant des cotes architecturales. Je fais dérouler et je mets marque architecturale. De la même manière, les lignes d'attache, je peux les supprimer, ne pas faire apparaître mes lignes d'attache, ou les réduire au maximum, faire quelque chose. Donc si je modifie ces paramètres-là, pourquoi pas? Ça va modifier ici la définition de mon style, mais ne pas gérer, bien sûr, ne pas aller ailleurs dans des modifications. Je vais remettre les lignes d'attache parce qu'elles sont utiles. On peut simplement le décalage de l'origine, le changer un petit peu, peut-être, pour avoir. Mais voilà, ne gérez pas trop les éléments qui sont là. Parce que vous risquez de perturber le tracé. Une fois que j'ai fait ça, on peut très bien les lignes d'attache les gérer aussi manuellement, c'est-à-dire à la main. Si je gère ça comme ça, bon alors ça c'est pas la bonne idée. Il faudrait le faire de manière un peu plus judicieuse. Bon là je vais pas le faire comme ça. Pour revenir en arrière, CTRL Z ou annuler là-haut pour annuler. Je relance ma cotation alignée, je vais pouvoir comme ça coter l'ensemble des côtés ici. Alors bien sûr, j'ai coté n'importe où, il vaut mieux zoomer. Je refais aligner, je sélectionne le premier coin, le deuxième coin et je viens le poser ici. Je peux à chaque fois sélectionner de proche en proche. C'est un peu long, il y a un petit temps de latence, mais ça arrive. Mais il y a une autre commande qui est très intéressante, c'est la commande qui est ici, qui s'appelle continuer. Continuer s'appuie sur le dernier clic que j'ai eu ici en place sur ma cotation. Et il va s'accrocher pour aller coter les autres éléments. Donc ça me permet de coter en une seule fois. Par exemple là, ensuite je vais prendre ce côté-là et ainsi de suite. Donc c'est plus utile à la limite pour l'autre côté. Je vais vous le remontrer. Je lance d'abord une cotation alignée. Je viens m'accrocher là et là. Je le positionne à l'extrémité ici. Je clique sur continuer et je vais pouvoir maintenant sélectionner qu'une seule fois, qu'un seul point. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà ma cotation qui apparaît. Cette cotation, vous voyez qu'il y a, quand je viens dessus, il y a un petit symbole en forme de triangle qui apparaît.
Et ce triangle-là me spécifie que la cote est définie pour le 1/200e. D'accord? Si maintenant je fais une cote sur le pourtour de mon bâti, de ma limite en fait, bah, ce contour-là, peut-être que j'aurais besoin de le faire dans une autre échelle, au 1/500e par exemple. Alors, je vous montre comment ça se passe. Ici, je passe au 1/500e avant de commencer ma cotation. Je choisis le 1/500e, je fais une cote alignée et je viens m'accrocher. Alors, il faut zoomer un peu pour être sûr d'accrocher le bon élément, comme ceci. Et je place ma cote au 1/500e. Je m'aperçois que la cote ici apparaît en plus grand que les éléments de cotation qui étaient au 1/200e. C'est logique. C'est fait exprès en fait. Donc celui-là, il est attribué avec une échelle au 1/500e, alors que l'autre est au 1/200e. Mais la différence ne se verra pas au moment de l'impression. On va le voir un petit peu plus tard. Parce qu'en fait, la hauteur de texte doit être uniforme lorsqu'on veut imprimer. Elle doit être comprise entre 3 mm et, pour le texte le plus grand, 10 mm. Mais la cotation, si elle est à 3 mm de hauteur, elle doit être à 3 mm pour l'ensemble des lignes de cote. S'il y a des détails ou d'autres éléments dans plusieurs fenêtres à différentes échelles, il faut que ces hauteurs de texte soient uniformes partout. Il faut que ça soit écrit de la même manière. Ça ne doit pas être présenté comme c'est là à l'écran, bien sûr. Mais on va le voir un petit peu plus tard, notamment sur l'exercice du vélo. Vous verrez, cette application-là, c'est très très bien fait dans cet exercice. Je fais échappe, voilà pour la partie cotation. Si maintenant je mets du texte, je peux appliquer la même démarche. Je peux mettre en annotatif, rebasculer en 1/200e, non, en 1/500e, pardon, je vais rester en 1/500e, et je vais écrire du texte ici. Alors, je vais le faire avec la valeur de 0,2. On va voir ce que ça donne. Il y a marqué 0,2. Alors, 0,2, ça veut dire quoi? Ben, on va voir ce que ça donne. Je clique sur texte multiligne. Je fais une fenêtre de texte n'importe où. Et je vais taper dans cette fenêtre R1. Alors ici, je vais agrandir la zone. Je ne sais pas pourquoi c'est annoté comme ça, tout à fait à gauche. Bon, a priori c'est bon. Je ferme l'éditeur de texte en haut. Et ça me fait quelque chose d'énorme. Énorme, pourquoi? Parce qu'au 500e, il a pris 0,2 unités. Et il a appliqué en valeur métrique, en fait. Il a dit que c'était des mètres, en fait. Or, moi, le 1/500, c'est comme si j'avais dessiné, en fait, sur la feuille de papier, euh, comment dire, au lieu de mettre, enfin, c'est comme si j'avais dessiné avec euh, des valeurs métriques, c'est-à-dire 0,2 mètres sur ma feuille de papier. Alors, je ne sais pas si c'est très très clair, on va modifier la valeur et vous allez voir la différence. Je suis au 1/500e. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'au 1/500e, la hauteur de texte, c'est 3 mm. 3 mm, ça fait combien? Alors, il faudrait le définir ici. 3 mm, on va aller changer. On va double-cliquer sur le texte. Sélectionner le texte ici et changer sa valeur directement ici. 0,03. Non, ça fait 3 cm. 0,3. Ça fait 3 mm. Je tape Entrée pour valider. Et là, mon texte, quand je ferme, il doit être assez petit et à peu près homogène avec le reste. Donc là, maintenant, je peux le déplacer, l'amener à côté. Et là, il sortira correctement. Il sera bien à l'échelle, au 1/500e, pas de souci. Une fois que j'en ai créé un, à ce moment-là, je peux revenir dans mon onglet Début, copier le R1, entrer pour valider pour dire qu'il n'y a pas d'autre copie, et ensuite venir l'attraper pour le poser sur les autres emplacements à côté des autres points. Je fais échappe, je double-clique sur le R1, je sélectionne la valeur de 1 pour passer à 2, je ferme l'éditeur de texte et je fais la même chose pour les autres. Je sélectionne, je mets 3, je ferme l'éditeur de texte, je double-clique pour entrer dans l'éditeur de texte, je change le 1 en 4, je ferme l'éditeur de texte, je double-clique ici sur l'éditeur de texte, je passe à 5 et je ferme l'éditeur de texte.
Alors pour ceux qui ont déjà vu AutoCAD, ils n'ont pas forcément travaillé comme ça. Par contre, je vous invite à le faire vraiment sous ce principe-là, parce que vous allez gagner du temps. Vous aurez beaucoup moins de contraintes par la suite aussi. En termes de production, vous allez voir que ça va être automatisé. De la même manière, je vais pouvoir sélectionner encore copier un des éléments de texte entrée. Je le sélectionne par un point d'accroche. Je viens le poser à l'intérieur. Je fais échappe pour dire qu'il n'y en a pas d'autre. Je double-clique à l'intérieur. Je sélectionne tout mon texte pour le remplacer par BAT espace A. Et je ferme l'éditeur de texte au-dessus. Une fois que j'ai mis ça en place, je vais venir le déplacer légèrement. Je zoome, je clique, je maintiens bâtiment A et je viens à peu près le centrer à l'œil sur le bâti. Une fois que j'ai mis ça en place, je vais pouvoir m'attaquer aux hachures. Je vais cliquer sur... Alors, avant de cliquer sur les hachures, un conseil, c'est un coup de disquette. Enregistrez votre travail parce qu'il peut y avoir des soucis au moment des hachures. Autre remarque avant de hachurer, il ne faut pas être dans une zone intermédiaire. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que toute la zone qui va servir de hachurage doit apparaître à l'écran. Par exemple, là, c'est pas bon. Il manque une zone en haut ou il manque une zone en bas. Ça peut créer des soucis au niveau des hachures et des pannes. Enfin, ça se faisait souvent, enfin, c'était souvent avant, mais on ne sait jamais. Donc, mettez-vous toute la surface à hachurer à l'écran, visible à l'écran. Le bouton de hachurage, c'est dans la partie, donc l'onglet début, la partie dessin. Le bouton qui est tout à fait en bas à droite de cette zone-là. Vous cliquez dessus. Il vous demande, il change la forme du ruban. Et on va partir de gauche vers la droite, comme d'habitude. Choisir des points. Je vais choisir des points à l'intérieur. Mais avant de choisir à l'intérieur la zone, je vais choisir le type de hachure que je veux mettre en place. C'est le Hansi 31 que je vais choisir. Et je vais venir maintenant balayer la zone à l'intérieur. Moi, je préfère d'abord poser les hachures et ensuite gérer l'espacement. C'est-à-dire que là, une fois que ça correspond au type de ligne que je veux tracer, je sélectionne ici ma ligne et je vais venir jouer maintenant, je suis toujours dans la définition, sur l'échelle. Je vais mettre 0,5, entrée, et je regarde ce que ça donne. C'est pas assez resserré, donc là maintenant je change la valeur, je mets 0,2, entrée. Là, ça ressemble à peu près à la valeur. Si l'angle d'inclinaison ne me correspond pas, je peux la modifier et pour la rendre plus proche, voilà, à 45 degrés de l'orientation. Une fois que ça correspond à ce que je veux faire, je ferme ici l'éditeur et je me retrouve avec le schéma qui est sensiblement identique au schéma initial qui a été fourni, qui nous a été demandé. Ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Alors, on voit beaucoup de choses, hein. Vous allez retrouver dans les dessins des éléments, enfin dans les vidéos hein, que vous allez voir, ces éléments qui sont redispatchés par petits bouts. Donc, ce sera des petits exercices, vous les retrouvez dans les supports de cours aussi. Celui qui sera le plus intéressant à traiter à mon avis, et qui est aussi dans les tutos, que vous avez vus, enfin qui sont définis en bas, c'est le vélo. Le vélo, alors même si c'est un vélo, c'est pas du bâtiment, vous avez toutes les commandes les usuelles qui sont visualisées. Vous avez toute la partie présentation. C'est vraiment un exercice bilan de formation qui est très intéressant avant d'attaquer d'autres exercices un peu plus complexes. Bien, je continue sur la partie dessin. On a vu ensemble la cotation, le texte et les éléments. Maintenant, on va voir ensemble l'impression. L'impression, on a dit qu'on travaillait en unité métrique et qu'on était sur du 1/500e, du 1/200e. Alors, pour mettre ça en place, je vais pas forcément utiliser les fenêtres qui sont en bas. Vous les utiliserez une fois que vous avez compris le principe. Moi, je vais cliquer sur le bouton plus pour faire une nouvelle présentation. Quand je commence une nouvelle présentation, il me met une page aléatoire avec un cadre de fenêtre aléatoire. Si vous avez votre dessin qui apparaît avec une fenêtre, il faut cliquer sur le contour de la fenêtre, c'est le trait noir qui est autour, et supprimer la fenêtre pour arriver sur la page qui est définie comme ceci. Il faut partir sans les calques qui sont posés dessus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez venir sur présentation ici et vous allez faire un clic droit pour renommer la page, pour pouvoir la reconnaître. Donc ça, c'est l'onglet
C'est notre feuille, c'est pas l'espace objet, c'est l'espace papier. Je rénomme mon espace papier, je vais l'appeler plan de masse. Et je valide. Je reviens sur mon plan de masse que j'ai désigné ici en faisant un clic droit. Et je vais dans mon gestionnaire de mise en page. Donc gestionnaire de mise en page pour modifier en fait tout le paramétrage d'impression. Je fais modifier mon plan de masse et je vais partir de la gauche vers la droite, de haut en bas, et je vais modifier le paramétrage. Le premier paramétrage, c'est sur l'imprimante. Je vais choisir le DWG to PDF. Deuxième paramétrage, c'est le format de papier que je vais utiliser. Je remonte tout en haut avec le chariot et je vais aller choisir le ISO full bleed. Je vais prendre du A3 par exemple. Vous en avez deux de ISO full bleed A3. Vous prenez le premier parce qu'en fait les deux sont identiques. On va gérer ici le portrait paysage avec le bouton qui est à droite. Donc première option l'imprimante, deuxième option le format de papier, troisième option qui est la plus importante et la plus perturbante, c'est la partie où il y a marqué échelle du tracé. Quand il y a marqué échelle du tracé, ça n'a rien à voir avec l'échelle du tracé dans AutoCAD. En fin de compte, ça concerne l'unité de dessin. Nous, on a choisi de taper des valeurs qui étaient en unité métrique. Ce qui veut dire que ici, on doit taper quoi? Puisqu'on n'a que l'option millimètre ou pouce. Donc nous, on va rester en millimètres. On doit définir qu'ici, on a travaillé en mètres. Ça veut dire que 1000 millimètres correspond à l'unité dessin. On valide. OK. On ferme. Et on voit apparaître les pointillés, ils se sont écartés, ils se sont mis en ISO full bleed, c'est-à-dire pratiquement au bord de la feuille de papier, c'est-à-dire le plus loin possible. Donc là, j'ai une feuille A3 qui est prête à être imprimée. Et je vais venir poser dessus le calque, c'est le contour, ma fenêtre en fait, de tout ce que j'ai dessiné dans l'espace objet. C'est-à-dire tout ce que j'ai ici dans l'onglet qui est tout à fait à gauche, qui s'appelle objet. Tout ce que j'ai dessiné ici à l'écran, je vais venir le poser sur la feuille de papier pour imprimer. Donc je reviens dans mon plan de masse dans l'espace papier. Et je vais choisir vous avez l'onglet présentation, je crois. Vous cliquez sur présentation. Vous faites rectangulaire. Il va vouloir placer une zone graphique sur la feuille de papier. Vous tapez directement entrée au clavier. Vous n'avez pas besoin de changer l'option qui est entre crochets qui s'appelle zone graphe. Donc là, je tape entrée au clavier direct, sans cliquer à l'écran. Et il vient faire épouser le contour de la fenêtre avec les pointillés de définition. Ça, c'est le contour de ma fenêtre, c'est important. Maintenant, si je dézoome et que je zoome, je suis en train de zoomer dans l'espace papier, c'est-à-dire sur ma feuille de papier. Si maintenant je viens mettre mon curseur à l'intérieur de la zone blanche, c'est-à-dire sur mon curseur dans la zone papier, si je fais un double clic avec le bouton de gauche, le contour de la fenêtre passe en gras. Ça veut dire que maintenant, je suis passé dans l'espace objet de la fenêtre. C'est comme si j'étais en train de dessiner dans l'espace objet. Et maintenant, lorsque je suis dans l'espace objet, vous voyez que la cotation n'apparaît pas. Il y a certaines cotations qui ont été dessinées, mais elles n'apparaissent plus. C'est étonnant. Mais si maintenant je passe ici à l'échelle au 1/200e, avec toujours le bouton qui est en bas, passer en 1/200e, je vois ma feuille de papier, enfin mon dessin qui se met à l'échelle au 1/200e. Par contre, je perds tout ce qui est texte parce que je l'avais défini au 1/500e. Et la cotation qui est au 1/500e n'apparaît pas ici. Parce qu'elle est spécifiquement au 1/200e. Si maintenant je passe ici mon échelle au 1/500e, et que je déplace en appuyant sur la molette centrale ma figure, je vois apparaître l'ensemble de mon plan et les cotations qui étaient liées au 1/500e, et également le texte, le R1, R2, R3, R4. Donc ça, c'est mon plan au 1/500e. Je double-clique à l'extérieur de la page pour pas modifier l'échelle, le zoom, quoi. Vous voyez, là, je double-clique à l'intérieur de ma fenêtre. J'ai appliqué le 1/500e ici, il réapparaît. Je double-clique à l'extérieur. Si maintenant je clique sur la fenêtre, je vais pouvoir, avec les grilles bleues, réduire la zone ici. Parce que j'ai pas besoin de plus de papier. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est créer une nouvelle fenêtre rectangulaire que je vais venir sélectionner cette fois-ci en dehors de ma page, comme ceci. Et maintenant, si je double-clique à l'intérieur de cette nouvelle fenêtre, il ne faut pas qu'elle se superpose les fenêtres. Je vais appliquer un facteur au 1/500e. 1/200e, pardon. Et comme ça, je vais pouvoir zoomer
en détail sur le bâti et avoir deux fenêtres sur ma feuille de papier avec deux échelles différentes. Sauf que le bâtiment A n'apparaît pas, le R1 et R2 n'apparaissent pas. Comment je vais faire pour les faire apparaître à deux échelles différentes? Je reviens dans mon espace objet et je vais dire à mon objet qui est ici R1, je fais un clic droit, je clique une première fois dessus, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir, il est passé en bleuté, il est sélectionné. Je fais un clic droit dessus et je vais lui dire dans échelle d'objet d'annotation, ici, d'ajouter une échelle, alors soit active, soit je fais ajouter, supprimer des échelles. Et je vois qu'il n'y a que le 1 500e qui est défini, ben je vais lui ajouter le 1 200e ici dans les échelles qui sont valables. Même chose pour le texte, je le sélectionne, une première fois par un clic unique. Je sélectionne ensuite par un clic droit le menu déroulant qui me permet d'aller vers l'échelle d'annotation des objets. Et je vais pouvoir ajouter, supprimer des échelles et lui dire je veux que tu apparaisses également au 1 200e. Je fais ajouter, je valide OK et je reviens sur mon plan de masse. Et là, je vois apparaître les informations. Alors, je vais peut-être décaler pour bien le voir. Je n'ai pas changé l'échelle en appuyant sur la molette centrale et je n'ai pas zoomé, dézoomé. Si je dézoome, je change l'échelle. En bas, l'échelle a été modifiée. Donc, je suis obligé de revenir au 1 200e. Pour éviter ça, il y a un petit verrou. Vous pouvez verrouiller ça aussi. Il y a un petit cadenas. On peut utiliser le cadenas pour ne plus modifier tout ça. Double clic extérieur. Et maintenant, on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si j'avais décidé le texte comme un objet dans l'espace objet, c'est-à-dire j'avais défini une certaine hauteur, quand je vais zoomer dessus au 1 200e ou au 1 500e, ils vont apparaître à deux hauteurs différentes. Le fait que ça soit annotatif, ça permet d'intégrer que lorsque l'échelle est différente, en fin de compte, ici, la hauteur de mon texte, si je le mesure, elle est identique. C'est-à-dire, de là jusque là, j'ai en hauteur à peu près 3 mm. Si je vais ici, le texte, et que je remesure, de là à là, il fait également 3 mm de hauteur. Par contre, et là je l'ai dessiné qu'une seule fois bien sûr, mais il a deux échelles qui lui sont attribuées. Deux échelles, le 1 200e, le 1 500e. Alors certains, pour éviter, et par fainéantise, préfèrent mettre tout le texte directement sur l'espace papier. C'est-à-dire, je prends le texte, il fait 3 mm de haut, je l'écris ici, je vais vous montrer comment on peut le faire. Par exemple, vous voulez mettre échelle au 1 200e, 1 500e. J'ai la flemme d'aller le faire dans l'espace objet, même si c'est facile à faire. J'aurais pu très bien aller ici dans annoter, ne plus travailler avec de l'annotatif, mais avoir un texte qui est en standard. Donc il y a plus paramétrage fonction de l'échelle. Et je vais sélectionner ici un texte multiligne que je vais poser comme ceci. Et la hauteur de texte, cette fois-ci, je vais lui dire que c'est 3 mm de hauteur. Donc là, je suis en échelle métrique. C'est toujours pareil, je crois que c'est 0.003 de mémoire, entrée. Et je vais mettre ECH 2.1/500. Et je fais échelle, voilà. Donc là, je l'ai écrit directement à 3 mm, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas mis en annotatif, je l'ai mis en standard. Ce qui me permet, dans l'espace papier, je peux dessiner dans l'espace papier. Exactement de la même manière, ça sortira de la même manière. Je peux avoir les mêmes options de dessin que dans l'espace objet. Je peux ici copier mon échelle, entrer pour valider et venir le coller ici et changer l'échelle en double-cliquant dessus et en modifiant en disant que c'est du 200. Mais j'aurais pu le faire aussi dans l'espace objet en mettant échelle 1 500, 1 200, en copiant-collant le texte qui est ici, en gardant l'aspect annotatif. Ça marche tout aussi bien. Mais c'est pour bien vous expliquer que ici, les hauteurs de texte doivent être identiques, quelle que soit l'échelle que l'on applique à nos éléments à l'intérieur d'un même dessin, d'une même fenêtre. Alors j'espère que c'est assez clair ce que je viens de raconter, mais on le verra sur d'autres exercices, vous allez pouvoir assimiler ces informations concrètement au fur et à mesure de l'avancement de l'UE.
Exactement. Donc l'annotatif, quand vous êtes dans l'espace objet ici, ça vous permet de dessiner une ligne de cote qui peut être rattachée à l'échelle au 1/50e par exemple, mais qui peut être aussi affichée dans une autre échelle lorsque vous faites un détail, au 1/20e. Et cette cote qui est au 1/50e, elle ne s'affichera pas si vous faites un détail d'un élément au 1/20e, parce que sinon ça va surcharger le dessin. Donc c'est vraiment le type de cotation la plus judicieuse. Ça marche? Alors je vais conclure ici sur un élément qui est différent par rapport à l'énoncé, qui correspond à mes segments ici. Mes segments sont en traits continus, alors que dans l'énoncé, c'est des traits d'axe. Ce qui va me permettre d'introduire aussi des notions de calque et d'éléments de tracé. Alors je vais commencer par les calques. En fait, on a tout dessiné ici dans l'espace objet sans se préoccuper de la nature des traits que l'on dessine. En fait, vous avez un contour de bâti qui est spécifique au bâtiment. Vous avez ici des segments qui sont spécifiques aux limites de la parcelle. Ce qui veut dire qu'on pourrait être amené, comme on l'a fait pour la cotation, dans mon plan de masse, à faire figurer ces segments de différentes couleurs, avec différentes épaisseurs, avec différents types de lignes. On va le voir ensemble et on va pouvoir gérer ça pour, par exemple, ne pas les afficher dans certaines fenêtres, dans certaines vues. Pour faire ça, on va utiliser les propriétés des calques, donc c'est toujours dans le ruban début, mais c'est plus dans dessin et modification, mais c'est dans calque. Propriété des calques, je clique dessus, il m'ouvre une nouvelle fenêtre ici, dans laquelle je m'aperçois que le calque par défaut, c'est celui qui a l'encoche verte, il y a marqué 0, et que j'ai deux calques, def point, dès que je mets des points, en fait, il y a ce calque def point qui apparaît, le calque 0, et j'ai une succession de calques avec, enfin, en haut, dans les petits boutons, j'ai des calques avec un soleil. Ça veut dire c'est pour créer des nouveaux calques. Donc de suite, je vais pouvoir me créer une multitude de calques, je vais en créer quelques-uns, pour spécifier ici avec un premier clic, un deuxième clic, je veux un calque pour le bâti. Le bâtiment, la plupart du temps, le contour du bâtiment sur les plans géomètres, ils sont en rouge. Ensuite, je vais créer un calque qui s'appelle limite. Et ce calque-là, je vais placer en couleur bleue. Évitez le jaune parce que ça tape un peu à l'œil et puis ça sort pas bien l'impression non plus. Je vais créer un calque hachure par exemple, ce qui me permettra de le faire figurer ou pas. Et je vais créer un calque pour la partie cotation. En fait, c'est des couches d'informations qu'on va dissocier et qu'on pourra plus ou moins afficher ou ne pas afficher. Alors, le problème, c'est que je suis en train de le faire a posteriori. Logiquement, j'aurais dû créer ces calques avant de commencer à dessiner pour automatiquement rendre le calque courant en faisant un double clic dessus. Vous voyez que l'encoche passe vert sur bâti. Et ensuite, dessiner à l'intérieur. Chaque trait que je dessine, par exemple, maintenant, en haut, c'est bâti qui est le calque courant. Si je trace une polyligne, il est directement dessiné dans le bon calque et il est rouge. Bon, c'est ce que j'aurais dû faire au départ. Mais maintenant, comment je fais pour passer un élément de dessin qui a déjà été dessiné dans le calque 0 dans le calque bâti? En fait, je le sélectionne, on voit son calque apparaître ici, vous déroulez et vous sélectionnez le calque nouveau. Faites échappe pour enlever la sélection, le tour est joué. Donc si maintenant je sélectionne 1, 2, 3, 4, 5 segments, automatiquement je les mets dans le calque limite, ils apparaissent en bleu. Je fais échappe pour enlever la sélection à chaque fois. Si maintenant j'applique la même chose pour la partie cotation, je sélectionne par des... Vous voyez que moi je fais des clics à chaque fois en zoomant de droite à gauche, ça me permet de les sélectionner automatiquement, facilement, rapidement. Je les sélectionne sous cette forme-là, je sélectionne toutes mes cotes, et de la même manière, je reviens dans le début, je déroule l'ensemble de mes calques et je le place dans le calque hachure. Alors, ils étaient noirs, ils restent noirs, bon, pas de souci. Je pourrais faire un calque texte, etc. C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est que, par exemple, s'il y a trop d'informations sur mon plan, je peux désactiver, c'est-à-dire geler ici, libérer en fait, libérer de mon dessin. Je peux camoufler en fait certaines informations. Là, je camoufle les limites. J'ai gelé les limites. S'il y a trop de cotations, j'arrive plus à voir mon dessin, ponctuellement, temporairement, je ne vais pas les supprimer, mais je vais les geler en cliquant sur le soleil.
Euh, alors, pourquoi ça n'a pas marché? Je les ai mis dans le calque Assure. Ouais, comme j'ai pas fait les choses correctement, en fait, il fallait pas le mettre dans le calque Assure, mais dans le calque ici, hop, je reviens dans le début, je l'ai mis dans Assure, je me suis trompé, c'était dans le calque cotation. Et quand je le mets dans le calque cotation, bien sûr, ils disparaissent et j'ai un message d'erreur en me disant, mais attention, tu as fait disparaître tes éléments parce que tu les as mis dans un calque cotation. Donc, Assure, je le bascule en cotation. Et comme il est gelé, je ne les vois plus. Je ne les ai pas supprimés, je les ai gelés temporairement. Et si je veux les faire réapparaître, à ce moment-là, je réactive ici le soleil et ils reviennent. Ce qui me permet également de faire la même chose dans mes différentes fenêtres. Quand je suis dans le plan de masse, je vais pouvoir les faire figurer ou ne pas faire figurer mes éléments de cotation en fonction des calques. Ça, on le verra un peu plus tard. On ne va pas tout mélanger. Mais pour l'instant, il faut savoir gérer les calques et la couleur, bien sûr, des éléments. Dans les propriétés des calques, je peux également, pour mon bâti, gérer son épaisseur. Pour lui dire, bah, l'épaisseur de mon segment va être en 0,40. Voilà, c'est 0,50 normalement. 0,50. Je valide OK, je ferme et je regarde mon dessin, il ne se passe rien. Je ne vois pas les épaisseurs de segments apparaître ici sur le contour. Pourquoi? Parce que il faut avoir activer ici le bouton qui est afficher et masquer l'épaisseur de ligne. Si vous ne l'avez pas en bas dans l'aide, il faut toujours aller dans personnalisation, cocher épaisseur de ligne et ensuite venir le valider ici. Quand vous le sélectionnez, vous voyez son épaisseur apparaître. Alors normalement dans la norme du bâtiment, vous avez du 0,15, du 0,35 et du 0,5, 0,7. Le 0,5 il commence à être un peu, ça fait un peu épais. Après on peut regarder dans le plan de masse ce que ça donne. Concrètement, voilà, ça donnera ça à l'impression sur une feuille A3. Donc là, ça fait un peu épais. Euh, bon, c'est à moduler, il faut regarder. Parfois, il faut passer en 0,35, c'est peut-être mieux. À l'affichage, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans l'espace objet d'avoir les épaisseurs de ligne. Donc moi, je le décoche. Mais par contre, il faut penser à le travailler ici dans le gestionnaire des calques. Autre information intéressante, c'est le type de ligne. Tous les types de lignes ici, dans tous mes dessins, dans tout mon dessin, sont en trait continu. Or, les limites doivent être en trait d'axe. Je vais double-cliquer sur le texte où il y a marqué continu et je m'aperçois que dans les types de lignes, il n'y a que le type continu pour l'instant. Donc il va falloir charger, c'est-à-dire récupérer des données d'AutoCAD qu'il a dans sa base de données sur d'autres types de lignes. Et notamment, quand je fais charger, je peux aller en descendant un petit peu par ordre alphabétique, je vais sur axe, je valide, je charge. Donc là, il apparaît dans ma base de données. Je vais descendre pour aller récupérer. Pareil, cache, tout court. Donc ça me permet d'avoir des traits interrompus, des traits mixtes, ici. Et je vais choisir le trait d'axe comme trait spécifique pour la limite. Une fois que j'ai validé ça, il ne se passe rien à l'écran. Pourtant, mon segment est bien en type limite, que dans les propriétés des calques, j'ai bien mis un trait d'axe bleu. Donc tout ça est bien paramétré. Ce qui n'est pas bien paramétré, c'est le fait que, comme j'ai travaillé en unité métrique, ça, quand il prend le trait d'axe, lui, c'est un trait d'axe qui est basique. C'est un trait d'axe qui a une échelle donnée, en fait, qui est plutôt en unité millimétrique qu'en unité métrique. Enfin, il est en unité millimétrique plutôt qu'en unité métrique. Donc, pour pallier à ça, il faut aller dans l'utilitaire ici du dessin. Non, c'est pas là. C'est pas ici du tout. Il faut aller dans la partie propriété de votre ruban ici. Vous déroulez le type de calque et vous allez dans Autre, le bouton tout en bas où il y a marqué Autre. Vous cochez Autre et vous voyez apparaître les éléments, les types de lignes que l'on vient de cocher, que l'on a récupérés ponctuellement, quoi. Et on voit ici le facteur d'échelle global. Si vous ne l'avez pas, c'est parce que ici, c'est pas marqué afficher le détail. Donc, il faut cocher afficher le détail pour avoir les informations sur l'échelle globale. Et l'échelle globale, c'est là où il faut changer la valeur. Alors, je ne sais jamais s'il faut diminuer ou augmenter. De mémoire, il faut diminuer. On va essayer. 0,01. On essaye, on valide OK. Et on regarde si ça a modifié les traits d'axe ici. Alors, notamment, il faut aller dans le plan de masse pour vérifier ce que ça a donné. Ça n'a rien fait.
Donc, on va relancer l'opération, gestionnaire mise en page. Donc, si vous tapez entrée, vous revenez dans la dernière commande que vous avez tapée. Sinon, vous retournez là où on était tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, vous revenez. Alors là, je suis dans la commande, je ne peux pas vous montrer. Si je rajoute un 0, qu'est-ce que ça donne? On rajoute un 0, on valide OK, on voit les traits d'axe apparaître. Je relance la commande et je vais mettre un 5 pour voir si ça marche. Je valide OK, mon trait d'axe disparaît. Donc c'est pas ça, ça veut dire qu'il faut rajouter encore un 0 et un 1. Je valide OK, et là j'ai mon trait d'axe qui apparaît correctement ici à l'affichage. Voilà. Donc là, si je reviens là où j'étais tout à l'heure, c'était dans les propriétés de la ligne. Ici, c'est bien du calque. Je vais dans Autre pour paramétrer. Et là, je sélectionne pour mettre 0,0001. Je valide OK. L'unité cochée ici, l'unité de l'espace papier pour une mise à l'échelle. Vous validez OK. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai un dessin qui est similaire à ce qu'on avait fait. Et quand je viens dans mon plan de masse, j'ai rajouté les échelles en bas, mais je peux très bien copier-coller, copier avec en revenant sur début ici, entrée, pour mettre un titre en haut, un titre ici. Et si je veux mettre un titre, à ce moment-là, je sélectionne tout le texte. Je vais augmenter la taille d'écriture. 3 mm, c'est un peu petit pour un titre. Donc je vais passer peut-être à 5 mm, ou à 5 mm, c'est bien. On peut aller jusqu'à 7 pour un titre en majuscule. On valide. Et maintenant, le texte que j'ai sélectionné, je vais mettre plan de masse. Je ferme l'éditeur de texte. Et voilà ce que ça doit donner au final sur votre feuille. Alors, c'est le texte, vraiment, faites attention. L'objectif, c'est pas de remplir l'espace, hein, faut pas remplir le vide. C'est de 3 mm à 7 ou à 10 mm de hauteur, maxi. Il faut que ça soit crescendo. Les éléments les plus importants vont jusqu'à 10 mm, mais les moins importants s'arrêtent à 3 mm de hauteur. Alors voilà ce que vous pouvez produire. Je vais répondre avec des questions si vous en avez, mais d'ici samedi, essayez de reprendre cette vidéo-là et vous avez les autres vidéos à visualiser et à reproduire, bien sûr, jusqu'à notre prochaine séance. Alors, je vais enregistrer ce dessin-là. Je pourrais vous le mettre en partage si ça vous intéresse pour regarder, pour récupérer le fichier source et pouvoir vous appuyer dessus. Je vais juste ici arrêter le partage. Je vais vous demander juste une chose, c'est que normalement vous avez dû au niveau du fichier, du module fichier, récupérer le fichier, le tableur en fait, le listing CCV01 en tableur. Et ce que je vous demande de faire, c'est tout en restant connecté ici, c'est de lancer avec le tableur un lien, le premier lien, et de vérifier que vous avez accès à la vidéo, qu'elle se lance en direct sur votre écran. Et de me confirmer que ça fonctionne en fait. C'est ça qui est important. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le tableur, vous l'avez téléchargé, donc logiquement, vous devez avoir quoi à l'écran? Alors, il faut que je repartage mon écran pour vous montrer. Juste vérifier que vous obtenez ça comme moi. Donc, si je partage mon écran en totalité, donc le tableur, c'est OK, c'est ça. Vous obtenez le tableur qui est ici. Je vais enlever le module fichier puisque vous l'avez déjà téléchargé. A priori, ça devrait être bon. Hop. Ah oui, non, je ne peux pas le faire ici, bien sûr. C'est logique. Hop, ici, partager mon écran. Voilà, et une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur par exemple CTRL le premier, il doit lancer l'interface Internet Explorer, vous activez bien sûr le Adobe Connect et il doit pouvoir lancer la vidéo. Voilà, le lien fonctionne et vous avez la vidéo. Alors pourquoi je vous les mets à disposition? Parce que je ne sais pas si l'informaticien d'ici samedi aura fait le nécessaire et au moins vous aurez accès aux vidéos au fur et à mesure.
La vidéo se lance et il faut suivre en fait l'application par ce biais-là. D'accord? Donc voilà pour le principe. Voilà, ça doit fonctionner. Vous devez obtenir la même chose que moi. Le document de cours et les exercices. Alors vous pouvez bien sûr moduler ici, avancer s'il y a des choses que vous maîtrisez. La partie de cours ici, c'est la présentation sur les généralités. Il y a peut-être des choses qui sont redondantes avec ce qu'on a vu précédemment ou avec voilà. Donc là, vous pouvez avancer, vous pouvez gérer en fait votre temps. Et si jamais il y a des options ou des commandes qui ont été faites qui sont pas très claires, vous allez avoir la possibilité de revenir en arrière, faire des pauses, reproduire l'activité. C'est pour ça que le double écran, il est pratique pour pouvoir visualiser ça en parallèle. Voilà, je suis bloqué. Euh, Bon, après, il faut peut-être un petit temps de latence pour que ça fonctionne. Donc là, la première vidéo, elle définit surtout, je pense, elle revient sur le fait de mettre en place euh, comment on les place. Alors, Virginie, pour ouvrir la vidéo, c'est assez simple, je vous remontre. Par contre, il faut que vous soyez connecté à la session vidéo Adobe Connect. Donc ça veut dire que dans un premier temps, vous cliquez ici sur rejoindre la salle. Donc samedi matin ou demain matin, vous voulez faire une séance de vidéo, vous faites d'abord rejoindre la salle comme si vous alliez en cours. Une fois que vous êtes en cours, vous allez arriver sur la fenêtre principale, il y aura personne, il y aura que vous. Une fois que vous êtes connecté, vous ouvrez le tableur ici. Donc le fichier Excel. Vous appuyez sur la touche contrôle de votre clavier, vous maintenez la touche contrôle, vous venez sur le premier intitulé de vidéo et vous allez pouvoir cliquer, bouton de gauche, et il va lancer automatiquement la vidéo comme j'ai fait précédemment. Donc si par exemple je le fais pour la présentation et annotation, ou introduction dessin, voilà, c'est là de 2h43, je clique dessus. Il va lancer, donc sur la page internet, vérifiez Virginie que ça marche bien. Et ça doit lancer la vidéo en parallèle, quoi. Peut-être avec un petit laps de temps, mais ça doit marcher. Ça va? Bon, moi, ça met un petit peu de temps, parce que plus vous avez de vidéos, bah, plus ça rame après, quoi. Ça bloque. Le tableur, je l'ai mis en partage tout à l'heure. Je vais le remettre en partage. Il y est sur le module ici. Module, fichier, hop, module, fichier, hop. Vous voyez les fichiers qui sont en haut à gauche? Je le mettrai bien sûr par la suite dans Moodle, mais vous cliquez dessus, vous allez pouvoir télécharger les 3 fichiers qui sont là. Je l'avais mis en PDF, mais ça ne fonctionne pas, les hyperliens ne fonctionnent pas. Vous avez le TD tuto d'aujourd'hui qui est en papier, en PDF, pardon, et vous avez le tableur qui est au-dessus. Le tableur, il s'ouvre avec LibreOffice Calcul, ou avec Excel aussi, je pense qu'il doit pouvoir s'ouvrir automatiquement. C'est bon, Issa? Ça a marché? Le téléchargement? OK pour Maureen. En haut à gauche, vous devez pouvoir cliquer sur Listing, là où j'ai mon curseur en haut à gauche, là, dans Fichier. Si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, c'est qu'il faut installer LibreOffice sur votre poste. Ou Excel, normalement ça doit ouvrir avec Excel, hein. Logiquement. C'est compatible. Ça va? D'autres questions? A priori, ça marche pour une grande majorité d'entre vous. Bon, pour les autres, je vous invite à tester. Que je vous donne le mien de plan de masse? Ouais, je vais vous le donner de suite ici. Ça sera fait. Parcourir. Où est-ce que je l'ai mis?
Ah oui, j'ai mis tutu au lieu de tuto. Bon, c'est pas grave. Alors, si vous disposez pas d'autorisation, c'est que votre séquence, elle n'est pas ouverte à Adobe Connect en fait. Il doit y avoir une fenêtre de. Il faudra refaire la manip, rouvrir la séance, enfin le visio. Alors, comment vous êtes connecté avec une tablette ou avec un. Non, vous êtes tous avec l'ordi, hein. Ah ouais, avec l'ordi. Faites voir, je vais regarder ce qu'il vous dit. On va regarder sur votre écran. Ah oui, peut-être que vous avez pas installé le add-in. On va tester. Ah non, pourtant ça marche. C'est bon pour le plan de masse là, Frédéric? C'était Frédéric qui posait la question, je crois. Ouais, donc c'est bon. Ok. Donc là, on est connecté. Rejoindre la salle, normalement on est connecté. Et si on va maintenant dans le tableau Excel, là, LibreOffice, cliquez sur le LibreOffice. Donc non, le fichier Excel que vous avez téléchargé. Là en bas, vous avez le fichier Excel. Non, non, pas ici. Non, là vous allez avoir une deuxième connexion sur Adobe Connect. C'est pas là. En bas, est-ce que vous avez récupéré le module fichier 2 là, celui qui est là en plein milieu de l'écran, je ne sais pas si vous le voyez. Cliquez sur listing CCV 021 pour le télécharger. Ah oui, vous ne le voyez pas parce qu'en fait, il n'est pas dans partage. Vous l'avez téléchargé ou pas le CCV? Alors, non, là vous n'avez pas. Alors, attendez, il faut que vous le téléchargiez. Pour le télécharger, ouais, il faut que j'arrête le partage. Alors, ça, à l'écran, ici, il doit y avoir un module fichier 2 avec listing CCV 021. Il faut cliquer dessus. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, une fois que vous avez cliqué dessus, dans vos fichiers de téléchargement, il faut, euh, il faut double-cliquer dessus pour qu'il s'ouvre. Donc là, je vais repartager. Hop, on va demander le partage. On va regarder ensemble. Bon, ça met un petit peu de temps, mais logiquement, une fois qu'on a téléchargé, on appuie sur le bouton contrôle du clavier et sur le dessin et on lance le tracé, quoi. Voilà la vidéo. Alors là, il veut plus maintenant se connecter. Bon, bah si pour les autres, vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Alors n'hésitez pas à utiliser le forum si vous avez des questions, hein, et à regarder aussi pour répondre entre vous aux questions, sinon moi je répondrai aussi. Alors, j'ai pas réussi à faire, il faut que je révoque. Pas un souci.